Bonjour à tous, bienvenue à une autre émission d'Interaction Sport et aujourd'hui mon invité, quelqu'un de très intéressant et je pense que lorsque vous aurez terminé d'écouter ce podcast, vous en saurez un peu plus sur mon invité qui est là aujourd'hui. C'est Mbou Fils, mais je vais lui laisser se présenter parce que c'est quelqu'un quand on connaît cette personnalité-là, je pense qu'évidemment on ne peut que être charmé par ça et par ce qu'il fait et ce qu'il veut faire également. Donc salut à toi. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien et vous? Oui, ça va très bien. On peut comprendre en entendant là, ton nom que tu es d'origine africaine. Alors si tu peux te présenter, d'abord tu viens de quel coin, quel pays? Bon, premièrement, mon nom au complet, c'est Briguel Mambou dos Santos. Je suis d'origine Congo et angolais. Puis voilà, je suis un Canadien. Et est-ce que ça fait longtemps que tu es ici au Québec? Oui, ça fait longtemps, ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans maintenant que je suis résident de Québec, en fait. Puis est-ce que tu pratiquais beaucoup de sport dans ta jeunesse, dans ton pays? Est-ce que nécessairement au Congo, c'est quelque chose que vous faisiez quand vous étiez plus petit? Oui, j'ai commencé le sport depuis que je peux pas vous dire à quel âge que j'ai commencé à faire du sport, en fait. Depuis que j'étais au Congo. Parce que j'ai grandi au Congo, en fait. J'ai grandi au Congo. Depuis que j'étais au Congo, avant d'arriver ici, j'ai joué déjà au foot, en fait, parce que c'est plus le foot mon sport de base, en fait. Donc, oui, j'ai commencé à jouer depuis que j'étais au Congo. Est-ce que c'est le sport national là-bas? Oui, c'est le sport national. C'est le sport national pour tout. Oui, de pas mal de pays en Europe, là, mais souvent peut-être en Afrique, des fois ça peut être l'athlétisme ou tu sais, souvent les athlètes en athlétisme africains sont très bons. Donc des fois peut-être aussi c'est des sports comme ça qui peuvent être très courus là-bas, mettons. Là. Oui, c'est le football qui est comme le sport national, donc dans la majorité de pays africains. Donc oui. Ça s'est fait comment ici ton arrivée au Québec? Parce que, bon, j'imagine que quand ça fait 16 ans que tu es ici, là, tu es acclimaté aujourd'hui, mais ça s'est fait comment la transition quand tu es arrivé, surtout au niveau sportif, parce que tu arrives dans des équipes sportives, tu pas été formé en même temps que les autres jeunes qui sont arrivés. Comment ça a été? Mais je peux dire que, premièrement, la température, ça n'a pas été facile pour moi. J'ai dû m'intégrer, en fait. Oui, et je me suis habitué avec l'état. Avec l'hiver, en fait, je suis arrivé pendant le mois de septembre, on était à l'automne à peu près, puis l'hiver s'en venait. Donc, oui, ça n'a pas été facile côté température, mais côté l'intégration, oui, j'ai utilisé le sport pour faciliter mon intégration. J'ai dû tout de suite intégrer une équipe sportive, donc ça m'a aidé vraiment à m'intégrer dans ma nouvelle société, en fait. Quel sport t'as fait ici? Je sais que t'as joué au soccer, mais est-ce que t'as uniquement joué au soccer et quel niveau t'as joué? Mais au soccer, oui, j'ai commencé premièrement dans le niveau 2A parce que je ne connaissais pas encore le système. Donc, dès mon arrivée ici, j'ai dû intégrer l'équipe de Québec Centre qui jouait dans la catégorie 2A. Okay. En fait, j'ai fait une saison là-bas. Après ma saison avec Québec Centre, j'ai dû comme partir avec le Dynamo de Québec dans la catégorie 3A. C'est là que j'ai commencé à jouer dans le compétitif. J'ai fait une saison avec les Dynamo. Ensuite, le Dynamo s'est dit être... ça n'existait plus, en fait. Pendant ce temps-là, c'était les Dynamo. C'était comme la fin de Dynamo. Ok, ouais, c'est ça. Il y a comme une rupture peut-être de l'équipe. Puis là, il y a eu comme un peu une nouvelle ère. C'était comme Charlesbourg et Beauport, en fait. Okay. Nouvelle génération, c'est Charlesbourg et Beauport. C'est comme une division, en fait. Moi, je suis parti avec Kodiak de Charlesbourg dans le 3A I18. Donc, je suis resté là-bas pendant plusieurs années que j'ai joué dans le compétitif avec Charlesbourg. Et ici, quand tu as joué là, de Senior 3, est-ce que tu avais des aspirations de peut-être jouer plus haut? Peut-être au niveau semi-professionnel ou professionnel, ou tu voulais simplement que ça reste, exemple, un loisir pour toi? Oui, mais c'est comme un tout jeune, je pense, sportif qui est passionné de ces sports-là. En fait, on rêve tous de signer pro, devenir quelqu'un dans ces domaines-là, parce que moi, premièrement, c'est ma passion. Donc, je voulais vivre de ma passion. Donc, oui, j'ai rêvé à ça. Puis, j'ai fait aussi le démarche pour essayer de jouer pro. J'ai dû partir en Europe pendant quelques mois pour faire les essais au Portugal, en Italie, puis en France. Oui, malheureusement.
ça n'a pas fonctionné suite à des blessures Ouais, ou quelque chose aussi, ça arrivé. C'est compliqué là-bas, donc, hein, c'est ça. avec des joueurs déjà sous contrat ou des joueurs qui arrivent d'un peu partout dans le monde. Ouais, c'est exactement ça, en fait. Donc, j'ai dû retourner ici, puis continuer à faire ce que j'aimais parce que le sport, c'est tout pour moi. Donc, je ne pouvais pas arrêter là, même si ça n'a pas fonctionné dans le niveau que j'espérais. Donc, oui. Y a-tu c'est qui tes idoles? À qui tu t'identifies aujourd'hui dans le monde du sport à proprement dit? Pas obligé d'être juste au soccer, ça peut être dans d'autres sports aussi. Là. Mais je m'identifie souvent à des joueurs, parce que moi, premièrement, je suis un attaquant. Premièrement, je m'identifie souvent à des joueurs comme des Samuel Eto'o, des Didier Drogba, c'est des légendes africaines, mais aussi il y a des joueurs aussi comme on aime ça le football, on peut qu'apprécier les joueurs comme Zidane, les Lionel Messi, les Cristiano Ronaldo, comment il travaille il a dû travailler fort pour arriver là où il est maintenant. Donc oui, je m'identifie un peu à ces joueurs-là. Donc parce que tu as mentionné Didier Drogba évidemment qui est venu jouer avec l'Impact de Montréal, on en a parlé il y a quelques jours et ça va être le sujet tantôt qu'on va parler parce que le sujet même de cette émission aujourd'hui, là, on va le révéler tantôt qui est plus la diversité culturelle dans le sport, mais tu sais, c'est tellement incroyable comment le sport est rassembleur, puis comme j'ai dit avec Didier Drogba, lui a fait en sorte qu'il a amené le foot à un autre niveau, pas nécessairement juste sur le terrain, je pense qu'il a amené cette mentalité-là de dire hey, c'est un rassemblement. En Côte d'Ivoire, ce qu'il a fait, c'est que je pense que ce pays-là est en guerre. Il a fait un message, je pense, à les éléphants, après une Coupe du Monde, là, je pense, quelque chose comme ça. Puis il a dit, rassemblez-vous, venez au stade. Il a organisé un match. Et tout ça, je pense que ça, et puis aujourd'hui même, il s'implique beaucoup avec des cliniques mobiles, je pense, d'hôpital qui est en Côte d'Ivoire, tout ça. Je pense que ça a fait en sorte que il s'est pas pris pour quelqu'un de plus haut que sa population, ça reste que quelqu'un qui est là. Samuel Eto'o également est un bon exemple de quelqu'un qui est près de sa population. Toi, je pense que quelqu'un qui reste sur Terre comme ça, je pense que c'est quand même bien. Tu vois ça comment, ce genre de personnalité-là? Mais c'est sûr que le Samuel Eto'o, Didier Drogba, c'est des icônes là, de football africain. Donc, c'est sûr que comme on peut citer ces deux-là, mais il y en a d'autres aussi. Il y a des Yaya Touré aussi, comme Samuel Eto'o, c'est des vrais rassembleurs en fait. Donc eux, quand ils parlent, le peuple les écoute en fait. Donc oui, donc ils sont tellement influents grâce à ce qu'ils ont fait, ils ont apporté dans les sports africains et mondiaux. Donc là maintenant, il reste maintenant c'est des exemples en fait, sont vus comme des icônes en fait, sont plus c'est au-delà des sports, ce qu'ils font maintenant, en fait. Donc, ouais, c'est sûr que les sports, c'est rassembleur. Puis ces gens-là, quand on voit ce qu'ils font avec leur pays, donc ça nous pousse juste à continuer à croire, en fait. Là, je vois un petit ballon ici sur ton bureau du FC Barcelone. J'imagine que c'est ton équipe préférée. Oui, c'est mon équipe préférée, le FC Barcelone. Mais j'ai rien à... y a-t-il une raison particulière à cause... Est-ce que c'est parce que Messi est là? Si, exemple... parce que moi, on m'a souvent dit que je prenais pour le Real parce que Cristiano Ronaldo est là. Là, vu qu'il est rendu à la Juventus, je prends pour la Juventus. Donc, moi, dans le fond, je suis le joueur. Ouais, mais c'est sûr que... Ouais, c'est pas ça, en fait. C'est pas ça. Moi, le Barcelone, j'aime le Barcelone à cause de jeu, en fait. Donc, ils ont une identité, en fait. Donc, là, maintenant, ils commencent à suivre un peu la mode, là, comme dans le marché des transferts, acheter des joueurs. Ouais. Mais Barcelone, dans le temps, c'était vraiment la Masia qui faisait rouler le Barcelone, en fait. Donc, c'est ça que j'ai mis dans le Barcelone, parce qu'ils faisaient confiance aux jeunes, en fait. Donc, eux, ils croyaient à leurs jeunes, puis ils faisaient comme monter dans l'équipe première, en fait. Là, maintenant, on voit moins ça à cause du marché, en fait. Donc, ils sont obligés de suivre un peu les autres s'ils veulent rester au top. Donc, oui, Barcelone, c'est vraiment à cause de leur histoire, ce côté-là, en fait, la jeunesse, leur beau jeu, comme ça. Parce que là, maintenant, toutes les équipes s'identifient un peu au Barcelone. Une équipe qui font des passes, qui font de beau jeu. Ah, parce ils jouent à la Barcelone. Aujourd'hui, t'as pas le choix, aujourd'hui, quand même, d'acheter des joueurs et de recruter parce que les autres grandes puissances le font à travers le monde. Quand tu regardes des Bayern Munich de ce monde, quand tu regardes des Manchester United également, donc t'as pas le choix. Oui, tu peux développer, mais faut que tu ailles chercher l'élite quand ça passe. Ouais, c'est ça en fait, parce que ils sont plus patients, on va dire. Les grandes équipes européennes, en fait, même les petits aussi,
mais même les petites aussi, ils ont plus le choix en fait. Donc il faut qu'ils suivent un peu ce rythme-là en fait. Ils essaient de rester au top. D'enfants, il faut qu'ils achètent. Même si je suis contre l'idée que le joueur vaut les 100 millions et tout ça. Donc je trouve ça un peu n'importe quoi. Donc c'est ça, prix de transfert. Ouais, en plus c'est l'offre et la demande. En fait, c'est l'offre et la demande. Donc le joueur, quand il est bon, tout le monde y a les yeux sur lui. Donc tout le monde veut s'en arracher. Donc ils n'ont pas le choix de mettre les paquets pour. Donc c'est un peu ça. C'est le business aussi. Hein, c'est côté business de football. Parce que moi, ça ce qui est un peu... comment je pourrais dire, spécial avec le soccer, c'est que, exemple, que tu veux un joueur, exemple Antoine Griezmann, qui est arrivé récemment au Barça, tu payes une indemnité de transfert, mais en plus, tu payes le joueur dans le contrat. Donc, c'est pas juste de l'acheter, c'est de lui donner le contrat en plus. Donc, c'est phénoménal ce que les équipes dépensent en termes de salaire, parce que c'est pas juste le transfert. Les gens pensent il a été acheté 200 millions, mais c'est pas juste ça, parce que s'il a signé 5 ans en plus... au coût de 15 millions par année, ben ça fait encore de l'argent de plus que l'équipe doit débourser. Oui, c'est ça, mais l'argent de transfert, théoriquement, c'est pas les joueurs qui empochent ça. C'est plus les équipes et les agents et tout ça. Donc, ce côté-là, c'est les joueurs, c'est vraiment comme lui, son contrat, puis les sponsoring, puis les clauses qu'ils ont signées, on sait pas qu'est-ce qui se passe dans le contrat de joueur. Mais oui, c'est un peu ça. Mais c'est fou, hein, donc on n'a pas le choix, on est en 2019, donc c'est ça, on doit respecter ça, en fait. Même si, sincèrement, je ne suis pas pour... si tu dis là en fait d'acheter le joueur à ces prix-là en fait, donc je trouve que d'autres joueurs méritent pas ces montants-là. Ça, transfert en fait, je dis. Hein. Ouais, non, c'est ça. Il y a beaucoup de comment je pourrais dire, de surenchères, si on peut dire, dans le monde du soccer, et des fois on trouve que c'est un peu irréaliste, mais bon, s'ils ont l'argent, tant mieux pour eux. Hein, exactement ça fait juste en sorte, par exemple, que c'est les grosses équipes qui ont toujours les meilleurs joueurs. Les plus petits marchés peinent des fois à aller chercher des joueurs de qualité, quoique maintenant, là, il y a une parité un peu meilleure dans les pays. Mais ça va être à suivre. Mais aujourd'hui, je voulais t'avoir parce que tu fais partie d'une fondation, en fait, qui prochainement va tenir un match, ça s'appelle le FestiFoot 24 heures. Parle-moi un peu de ta fondation, comment ça a parti et qu'est-ce qu'elle fait cette fondation-là? En fait, nous, c'est l'organisme, parce qu'il s'appelle 24 heures Chronosport. En fait, nous, notre mission, c'est vraiment comme rassembler les gens de diverses communautés afin de promouvoir la diversité culturelle et faciliter l'intégration dans la société québécoise, en fait, par le biais du sport, en fait. Donc, on organise les événements sportifs pour pouvoir rassembler les gens qui viennent d'arriver ou qui sont déjà installés ici. Donc, essayer de mettre tous ces mondes-là dans le même bain pour faciliter les intégrations, aussi, faciliter les liens aussi entre communautés. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça t'a donné l'idée de faire ça, justement? Est-ce que c'est parce que tu as connu des gens qui ont eu une difficulté d'intégration, ou peut-être toi personnellement? Qu'est-ce qui t'a amené l'idée, ou c'était pour faire différent, tout simplement? Premièrement, parce que c'est le sport, en fait. Moi, c'est le sport, en fait. Moi, comme je dis dans le début, en fait, moi, quand je suis arrivé ici, j'ai eu besoin de sport pour m'intégrer, en fait. Donc, je pense que je me suis dit c'était une bonne idée, en fait, d'utiliser le sport comme un vecteur d'intégration, en fait. Donc, l'idée m'est venue comme ça. Mais c'est sûr que, premièrement, c'était pas... je me suis pas réveillé du jour au lendemain pour dire je me lance dans l'événementiel pour commencer à organiser des événements. C'est vraiment comme quelqu'un qui me connaissait vraiment. C'est une amie à moi qui me connaissait vraiment, qui m'a vraiment comme mis l'idée dans la tête. Il dit, mais toi, je te verrais faire ça parce que toi, tu as fait ça. Les sports, tu as vraiment poussé t'as aidé à t'intégrer, donc pourquoi pas tu fais? Puis je me suis dit, ok, c'est une bonne idée. Puis j'ai dû réfléchir sur ça, puis je me suis lancé. Puis maintenant, je suis heureux à faire ce que je fais parce que c'est voir les gens, pendant nos événements, voir les gens se mélanger, se divertir comme ça, c'est un bonheur à mes yeux, en fait. C'est ton rôle, toi, dans cet organisme-là, c'est quoi exactement? Je suis le président et le cofondateur de cet organisme 24H Chronosport. Donc oui, on est deux cofondateurs, moi et Kevin Agosa, un de mes meilleurs amis.
Donc, on a lancé ça ensemble. Donc, ça fait maintenant 3 ans que ça existe. Puis ça, vos objectifs, c'est dans le fond, c'est de faire une 24 heures de sport en continu. Mais c'est pas juste du soccer, dans le fond, que vous voulez faire. Là. Non, c'est pas juste du soccer qu'on fait, en fait. Dans le fond, nous, on essaie d'organiser plus d'événements possibles, en fait. Donc, on essaie de rester plus actifs possible. On peut faire le tournoi, on a déjà organisé le tournoi de basket, le tournoi de soccer. On a fait l'année passée le festival des sports et loisirs. On a dû rassembler autour de 300 athlètes au Parc Victoria l'année passée. Donc, oui, on veut continuer sur ce lancer-là parce que ça répond bien. Puis les gens répondent présents. Puis on se dit, ça marche. Puis on continue. Puis on espère d'aller le plus loin possible avec ça. C'est quoi les critères, exemple, de recrutement des équipes, si on peut dire, des athlètes qui viennent? Puis c'est quoi aussi les critères? Vous avez vous cherchez de la commandite là, pour quand même financer quelques activités. Puis pour les prix aussi à la fin. Là, ouais, mais les critères, en fait, parce qu'on prend tout le monde, en fait. C'est vraiment, c'est ouvert à tous, en fait. Donc, on accepte tous les membres, tout le membre de la communauté. En fait, si vous avez une équipe, vous voulez venir passer des bons moments avec les autres membres des autres communautés, donc vous venez, vous avez juste à nous contacter via notre page Facebook, 24H Chronosport, puis vous nous envoyez un message. On va vous répondre le plus rapidement possible. Puis on va prendre votre inscription, puis on va vous donner plus de détails. Est-ce qu'il y a un coût par équipe? Je sais que tu m'avais parlé de ça un peu. Oui, il y a un coût par équipe parce que pour organiser ces genres d'événements-là, c'est sûr qu'il faut réserver les terrains. Ça nous coûte énormément cher les terrains, puis les arbitres, il faut payer. Oui, c'est sûr que nous, on fait ça premièrement, on organise ça pour pouvoir passer des bons moments ensemble. Mais les équipes-là, quand ils viennent, et ils s'attendent à ce que l'organisation soit au top, en fait. Donc, nous, on doit vraiment faire rentrer les gens qui connaissent un peu ça, en fait. Comme les arbitres et tout ça, ils ne veulent pas que ça soit n'importe qui arbitre les matchs, tout comme ça. Puis c'est quand même, ça devient un peu quelque chose de sérieux, en fait. Donc, quand les gens jouent, ils veulent vraiment c'est vraiment du sérieux, c'est vraiment intense quand les gens jouent, en fait. Oui, il y a du plaisir autour de ça, mais aussi, les gens, ils veulent aussi voir que l'organisation puisse être aussi au top aussi. Donc oui, il faut qu'on paye les arbitres, on paye tous ces gens-là, en fait. Donc oui, ça prend des coûts pour pouvoir organiser ce genre de choses-là. C'est pour ça que on demande un prix d'inscription aux équipes. Non, mais comme on dit à toutes les équipes qui nous connaissent, en fait, on ne veut pas que ce soit comme les équipes ne pas pouvoir venir participer parce qu'il leur manque $50 ou quoi que ce soit. On accepte tout le monde, en fait. Si vous avez la difficulté à payer votre inscription, la totalité de votre inscription qu'on vous demande, juste à nous contacter, puis on va essayer de faire quelque chose pour vous. Parce que nous, notre but, ce n'est pas de refuser les gens parce qu'ils n'ont pas l'argent, en fait. Notre but, c'est vraiment comme, on veut avoir tout le monde, parce que nous, on veut comme rassembler tout le monde, en fait. Si vous manque l'argent, un peu de l'argent, contactez-nous, on va essayer de faire quelque chose, on va essayer de trouver les moyens, ou par magie, on va essayer de demander des commandites. Donc, nous, notre but, c'est pas vous dire que vous n'avez pas la totalité de l'argent qu'on vous demande, donc vous pouvez pas venir assister à participer. Donc ça, c'est complètement pas notre but, en fait. Donc on veut vraiment avoir tout le monde. Donc, puis les gens qui assistent aussi, c'est gratuit pour eux? Ouais, c'est gratuit tout le monde peut venir assister, mais c'est pour participer, c'est là qu'il y a un peu de coût pour pouvoir... Ouais, c'est comme dans tout événement, là. C'est exactement ça. Un peu partout. C'est un peu ça. Mais nous, la différence avec nous, eux les autres, c'est juste parce que, comme je vous dis, que nous, vraiment, c'est l'argent, ça ne doit pas être facteur pour que l'équipe, les joueurs n'aient pas venu participer, plus, en mettons, fait. C'est ça, en fait. C'est comme un plus parce que ça, ces gens-là, quand ils viennent, ils donnent leur argent, c'est vraiment pour nous encourager, en fait. C'est pour nous encourager pour pouvoir rester là, poursuivre notre mission, en fait, de continuer à faire ce que nous faisons parce qu'on a besoin de leurs encouragements, de leur argent pour pouvoir organiser ça. Donc, c'est un peu ça. Là, cette année, c'est au PEPS de l'Université Laval. Oui. C'est un endroit assez stratégique, je pense. Hein? Ouais, c'est sûr que PEPS, tout le monde connaît PEPS. Donc, c'est sûr que oui, quand nous, on choisit nos endroits, en fait, comme l'année passée, on a fait au Parc Victoria. Mais souvent, ça a été juste à notre première édition qu'on a dû organiser ça à l'Expo Cité, en fait. Donc, mais presque à chaque année, c'est toujours PEPS. L'année passée, on a dû
organiser ça au Parc Victoria à cause du festival des sports, de foot, parce que les installations, c'était pour ça. Donc, ouais, donc oui, au PEPS, c'est un peu stratégique parce que tout le monde connaît PEPS. Donc, c'est un peu la référence aussi à Québec, en fait. Donc, et il y a beaucoup de sports qui peuvent être joués là en même temps. Ouais, exactement ça, en fait. Puis c'est en plein air aussi, on va dire, hein, à Sainte-Foy, tout le monde connaît le coin, chemin Sainte-Foy, Pyramide, donc c'est facile pour s'y rendre, en fait. Ça commence le 24 août, c'est à quelle heure ça commence? Ça commence nous on est là, on commence à mettre les installations à partir des 6h du matin, puis les équipes vont commencer à venir vers 8h. Donc les matchs vont commencer à partir de 8h30 jusqu'à ce que ça va finir. Ok, il n'y a pas d'heure limite. Non, on met pas l'heure parce qu'on ne peut pas non plus garantir les gens que ça va finir à telle heure, puis des fois il y a toujours les imprévus dans les ça peut continuer pendant la nuit ou... Mais théoriquement, non, ça va finir avant ça, en fait. On s'organise pour que ça puisse finir avant ça aussi, parce que c'est une grosse journée quand même. Donc, oui, on s'organise pour que ça finisse avant ça. Donc, mais on ne donne pas l'heure exactement pour dire que ça va finir à 6h ou à 5h. Non, ça, on ne dit pas. On dit aux équipes, venez, il faut garder cette journée-là au complet pour cet événement-là, puis ça va finir quand ça va finir. C'est quoi que ça prend comme organisation? Tu disais pour préparer les installations, quand tu vas arriver très tôt le matin, ça prend quoi exactement pour préparer ce genre de journée-là? Mais premièrement, c'est nos bénévoles qui doivent arriver. Okay. Puis ensuite, là, nous, il faut qu'on distribue les tâches aux bénévoles, puis commencer à accueillir les équipes, puis ensuite commencer à mettre les horaires, afficher un peu de tout, en fait. Si on a les bannières de coupe de commandites, prendre soin de ça, commencer à installer ça, puis ensuite... c'est un peu ça, les installations du sonore pour mettre la musique, pour pouvoir attirer les gens, tout ça en fait, un peu tout ça qui quand on arrive, c'est vraiment ça qu'on fait. Donc, puis les matchs de soccer qui vont jouer, c'est sur le terrain de football du PEPS? Non, c'est sur le terrain intérieur, ok. C'est sur le terrain extérieur, c'est le terrain qui fait face aux pyramides. Ah, ok. Donc c'est le terrain 5 et 6 en fait. Okay. C'est ces deux terrains-là qui... Ok, ouais, c'est simultanément. Là, ouais, c'est ça. Vous pensez avoir combien d'inscriptions, de combien d'équipes qui vont participer? Pour cette année, on vise parce qu'on est, on est un peu en retard pour l'organisation parce que je suis revenu de l'Afrique, donc on a un pays du retard. Justement, c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu faire le festival des sports, parce que là maintenant on garde juste le festi-foot parce qu'on s'est dit les temps qui nous restent pour pouvoir organiser, on aura juste le temps pour faire un festival de foot puis essayer de mettre d'autres concepts autour de ça. Ouais, mais ça... on compte avoir à peu près 18 équipes, entre 18 équipes dans le mix et masculin. C'est combien par équipe à peu près? Combien de joueurs? C'est 12 joueurs par équipe parce que c'est 17 contre 7. Hein, c'est le tournoi à 7 contre 7. On a deux catégories. On a catégorie mix puis catégorie masculin. C'est 17 contre 7 sur le terrain puis on demande 12 joueurs maximum par équipe. OK. Donc, c'est quand même intéressant. Ça fait du stock ou organiser tout au complet, de tout synchroniser, là. Oui, ça fait du stock. C'est plus géré parce que la journée même de l'événement, c'est pas... la journée même de l'événement, nous, présentement, on est juste en train de comment je peux dire le mot en fait, de s'enjailler en fait, de profiter du moment avec les autres en fait, mais parce que c'est les journées d'avant en fait, c'est l'organisation intérieure en fait, donc gérer les équipes, puis faire la promotion, aller sur le terrain, dans le parc, aller parler avec, parce que moi je sais que je rencontre vraiment les équipes. En fait, là, je me déplace un peu dans des endroits stratégiques à Québec et je sais que telle communauté se tient, ils jouent leur match. Je m'en vais les rencontrer, je parle un peu, je rentre en contact avec eux. Puis ensuite, j'ai fait la promotion des événements, je me présente qui je suis, puis pour me faire aussi les noms, pour parler aussi plus de l'événement, puis je les invite à l'événement. C'est ça qui est un peu difficile, un peu à coordonner. Ouais, c'est ça qui est un peu difficile. Mais pendant la journée, c'est... Okay. Là, pendant la journée, on est bien, on est en train de s'amuser, c'est ça qu'on veut. Non, c'est ça, parce que juste la préparation de l'événement, c'est beaucoup de job, mais quand tu vois tout ça durant la journée arriver, c'est comme un poids de moins, tu sais, c'est comme là, c'est vrai que ça arrive, là les gens jouent, puis ils ont du plaisir, là, tu sais. Ouais, c'est ça, mais là, maintenant, on commence un peu à s'habituer, en fait. C'est ça, avec le temps, ouais. Ouais, c'est la routine maintenant pour nous, un peu, ça fait 3 ans, on est un 8e événement qu'on est en train de faire.
Donc, nos débuts, c'était difficile par contre. Là, maintenant, quand l'événement est là, on profite avec les autres, on rentre en contact, on s'échange comme on attend de réaliser ce qu'on voulait faire en fait. Donc, c'est quoi les prix à la fin? Parce que je pense qu'il y a possibilité de remporter quelque chose. Hein? Ouais, justement en fait, parce que l'argent qu'on demande aux équipes, en fait, c'est le $300 pour les équipes masculines, puis ça $50 pour les équipes mixtes. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une partie, on met ça dans l'organisation pour pouvoir organiser l'événement. Puis il y a une partie, on met ça en box, en fait. On remet aux équipes, en fait. OK. Donc, on remet aux équipes pour pouvoir les encourager aussi à venir. Puis... Y a-tu, exemple, un trophée Festifoot qui ont Oui, c'est ça, il y a un ou... trophée. On donne plus des bannières que le trophée, en fait. Okay. On donne les bannières, c'est plus simple que... Non, mais juste symbolique, dans le fond. Ouais, c'est ça, on remet quelque chose. Ouais, on remet quelque chose. Okay. Donc, c'est ça, c'est un peu ça. Puis cette année, on voulait quand même faire un peu quelque chose de nouveauté, en fait. Donc, il va y avoir un prix spécial qu'on va remettre à l'équipe qui va venir, que ça va appeler les prix de l'équipe de la diversité, en fait. Donc, l'équipe qui va recevoir ces prix-là, c'est l'équipe qui va avoir plus de membres qui représentent mieux la diversité culturelle dans leur équipe, en fait. Donc, on va remettre ça à la fin. Ça va être calculé. Ça va être comment que vous allez déterminer ça? Ben, en fait, l'esprit d'équipe? Ouais, non, mais c'est vraiment plus comme ça va être simple, en fait. On va compter, on va aller voir les gens. Vous venez de quel pays? Puis on va compter s'il y a combien de désorigines dans votre pays. Okay. Puis l'équipe qui a plus de désorigines, puis ils rapportent les prix. Puis c'est eux qui représentent. Ouais, c'est vraiment simple, tu sais, amical. Ouais, c'est vraiment amical, en fait. C'est vraiment l'équipe c'est le prix de l'équipe de la diversité, en fait. Donc, l'équipe qui représente le mieux la diversité culturelle, en fait. C'est un peu ça, ça va être simple, en fait. On pense parce que nous, notre mission, c'est ça, en fait. Donc, c'est promouvoir la diversité culturelle. Donc, on veut que nos équipes, ces gens-là, quand ils viennent, on veut voir cette image-là aussi, excuse-moi. On veut voir cette image-là aussi. Donc, c'est un peu ça. On voulait comme... donner un petit rien, encourager les gens à pouvoir venir avec Puis en termes de commandite, tantôt tu parlais, tu sais, pour essayer d'éponger peut-être certaines dépenses que certaines équipes peuvent pas avoir. Ça va comment les commandites actuellement? Là, ça va. Ben, l'année passée, là, je sais pas si je peux le dire, je peux mentionner les noms de... Ben, tu peux le dire, là, c'est comme tu veux, là, mais okay. En termes de savoir si, exemple, ça a un bon attrait pour votre événement. Ouais, mais là, l'année passée, on a eu beaucoup de commandites, mais cette année, comme on est un peu en retard, là, on continue encore, on est encore à l'attente, on attend encore de confirmation de différents gens qui nous ont quand même promis, mais là, présentement, on est vraiment à l'attente des réponses. Puis là, s'il y a des gens qui veulent nous aider financièrement ou peu importe avec on accepte tout, en fait. Donc, ils peuvent juste nous contacter via notre page 24H Chronosport, puis nous contacter pour nous dire s'ils peuvent nous soutenir pour pouvoir continuer notre mission, en fait. Donc, ouais. Donc, pour le moment, on est toujours à l'attente il y a d'autres qui nous ont répondu favorables, puis il y a d'autres on est toujours à l'attente. On espère qu'avant que l'événement puisse être lieu, on puisse avoir les commanditaires nécessaires pour pouvoir organiser l'événement. En fait. Deux dernières questions. Qu'est-ce que ça prend pour que l'événement lève, tu sais, en termes de visibilité, en termes de publicité? Qu'est-ce que ça prend selon toi? Est-ce que ça prend vraiment une présence médiatique forte, une présence de personnalité publique, selon toi, ou du bouche à oreille entre les athlètes, les organisateurs? C'est sûr que oui, ça prend une personnalité publique. Pour que si vous affichez avec une personnalité publique, je ne peux pas vous mentir, oui, ça va donner un coup de main, un fort coup de main. Donc, oui, c'est sûr que, oui, les bouches à l'oreille aussi, les équipes aussi. Donc, moi aussi, j'avais comme un peu mon réseau aussi, un peu aussi, parce que j'ai joué au foot, je connaissais ça un peu. Donc, j'ai utilisé aussi mon réseau-là pour pouvoir faire aussi du bouche à l'oreille, les gens être comme ça. Oui, ça prend un peu ça. Donc oui, j'étais content en parlant des personnalités publiques. J'étais content parce que M. Dave Morissette m'avait approché. Oui, c'est ça. Parle-moi un peu de ça, un peu là, de l'émission que tu vas tourner. Ça a déjà été fait. Que tu as tourné, qui va être diffusé. Oui, ça va être diffusé cet automne prochain, en fait. Oui, c'est avec M. Dave Morissette, avec son équipe de TVA, qui m'ont contacté pour pouvoir faire, parce qu'ils cherchaient en fait les gens qui s'impliquent dans la communauté, dans la vie de Québec. Puis grâce au prix que j'ai reçu avec Dollar Morin en 2016 avec le gouvernement, que M. Sébastien Proulx m'avait remis
au Parlement, en fait. Donc, ces prix-là m'avaient ouvert les portes. Ils ont vu mon profil à partir des archives de ces prix-là. Puis, ils m'ont contacté. Puis, ça a été fait à Québec. Ils sont venus. Dave Morissette est venu me voir, me rencontrer dans mon monde. Puis, on a organisé 2 jours de tournage avec eux pour une émission, pour un documentaire sur moi. Puis, c'est un peu ça, en fait. Donc, Et ça, c'est sûr que ça aide aussi à faire connaître un événement. Les gens qui vont prendre connaissance de ça vont dire « Ah, il était avec Dave Morissette » ou qui vont venir à l'événement « Oh, il y a eu telle personnalité-là, il y a eu telle personne-là. » À un moment donné, tu sais, des événements comme ça, surtout à Québec, on n'est pas habitué. À Montréal, ils sont plus habitués, là, parce que, bon, évidemment, c'est plus cosmopolite. Là-bas, il y a plus de communautés culturelles différentes. Mais ici, à Québec, je pense que ça peut lever, dans une certaine façon, de ce côté-là, en faisant parler de vous sur le web. Si quelques médias peuvent le reprendre aussi, tu sais, c'est ça un peu, des fois, qui est compliqué, puis qui est un peu, que je déplore dans un certain sens, que quelquefois, puis je dis pas que c'est les médias en général, mais quelquefois, ils vont s'intéresser à des événements quand c'est arrivé. Ouais, Au lieu d'en parler avant ou de promouvoir cet événement-là, c'est quand c'est arrivé puis ça a été un succès, ben là, par la suite, ils vont s'en intéresser. Puis ça, je trouve que c'est un peu plate de ce côté-là. Là, ouais, c'est un peu ça. Parce mais que l'événement est arrivé. Peut-être pour l'année prochaine, ça peut aider, mais pour cette année, t'en as eu besoin. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, donc, ben là, c'est sûr que c'est ça le média, hein. Moi je peux pas parler contre les médias ou quoi que ce soit. En fait, on a besoin de tout le monde, en fait, surtout nous les petits organismes comme on a vraiment besoin du média pour pouvoir nous aider à se faire connaître, en fait. Donc ouais, donc mais c'est sûr que il suit là où il y a les informations, en fait. Donc on a là pendant je pense qu'il y a une info, qu'il y a des informations, il y a M. Dave Morissette, il venait avec son équipe. C'est un monsieur très smart. Il est vraiment cool. En fait, j'ai vraiment apprécié la journée qu'on a passée ensemble, comme ça. On a échangé nos numéros, on a échangé des contacts comme ça. Lui, il est prêt à m'aider. En fait, parce que c'est un peu ça le but aussi. Pourquoi il est venu pour me voir, parce qu'il veut me donner un coup de main, parce qu'il apprécie ce qu'on fait, moi et mon organisme, mes autres membres de mon comité. Donc, il aime ça. Donc, il veut nous aider à pouvoir faire connaître. Donc, on attend. Puis là, c'est quoi ton objectif à long terme? J'imagine que tu aimerais ça produire ça. Ça serait le rêve de dire on va produire ça partout dans le monde. On prend l'exemple, là, mais ça serait quoi ton rêve là, réaliste là, que tu aimerais faire avec ça? Non, mais c'est sûr que mon objectif, c'est vraiment comme là, faut pas qu'on se limite, hein, en fait. Donc, moi, je me dis que oui, c'est sûr que quand il y a M. Dev il y a M. Dev qui est là, il y a aussi M. Gosselin aussi qui veut nous aider aussi, comme ça, qui nous soutient aussi. Donc, oui. Il y a aussi des hommes politiques comme M. René Paul Colli aussi. C'est un monsieur qui me soutient aussi énormément. Donc, oui, il y a des gens qui sont là. On est bien entouré quand même. Il y a des gens qui nous aident, qui veulent nous aider. Ils veulent nous voir grandir. Donc, oui, notre objectif, ce n'est pas tenir juste un événement par année. On veut produire plusieurs événements. Puis, notre but, c'est vraiment promouvoir la diversité culturelle autour du sport. Je pense que c'est important de le faire, en fait. Donc, les sports, c'est rassembleur. Donc, on doit utiliser ces moyens-là pour pouvoir voir le peuple canadien et québécois se réunir, en fait. Donc, de plus en plus, les gens... Québec, là, je pense que de plus en plus, les gens commencent, les nouveaux immigrants commencent à venir s'installer ici. Donc, on doit prendre soin de ces gens-là, moi y compris, parce que je fais partie de ces mondes-là. Donc, on doit vraiment parce que juste un événement, c'est pas assez, en fait, c'est pas assez. Donc, je pense qu'on doit tenir plus d'événements. Oui, les idées sont là. L'objectif, c'est vraiment de tenir plusieurs événements au cours de l'année, en fait. Puis, pourquoi pas faire dans les autres villes aussi, en fait. Donc, on veut que les autres fassent un partenariat avec les autres villes pour pouvoir que les non-24H Chronosport puissent vraiment s'établir le concept puisse s'établir dans les autres villes, dans les grandes villes comme Montréal, Trois-Rivières,
Ottawa aussi, pourquoi pas, mais on veut vraiment commencer avec notre base qui est Québec. Vraiment. Puis en disant tantôt que tu disais que tu voulais faire plusieurs événements, justement, Québec est une ville d'événements. Donc souvent qu'il y a des événements, c'est que ça soit pas nécessairement tout suivi ensemble. Exemple, aux 2 mois ou aux 3 mois, je suis convaincu que les gens de Québec aimeraient assister à ce genre d'événement-là, puis ils prendraient goût aussi. Là. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. En fait, là, le nouveau projet qu'on veut mettre en place, on prépare un film en court-métrage qu'on veut mettre en place. On va lancer bientôt, d'ici cet automne, pour pouvoir vraiment montrer les côtés-là on veut vraiment faire la promotion de la diversité culturelle autour du sport, en fait. Donc, le film-là va vraiment comme mettre en place cet enjeu-là, en fait, de la diversité. Donc oui, en plus, on va faire des mini-séquences vidéo on va commencer à lancer ça sur notre page Instagram, puis des photos aussi qui va vraiment mettre en avant qui va vraiment mettre en avant la diversité culturelle autour du sport. En fait, ça va être vraiment comme notre nouveau projet dans notre organisme 24 chrono. On veut faire plus de vidéos, plus de photos. La proximité avec les gens. Ouais, c'est vraiment montrer l'image. En fait, on veut vraiment rentrer en contact avec ces gens-là qui sont entourés des sports, qui partagent, parce que dans les sports, c'est tellement rassembleur qu'on n'a pas besoin de parler le même langage pour se comprendre, en fait. Donc, on a juste besoin des ballons de foot ou un ballon de basket pour pouvoir s'amuser. Puis ensuite, les liens, ça se fait facilement. En terminant, est-ce que tu aurais des appréhensions peut-être plus tard de revenir dans le monde du soccer, exemple comme coaching ou dans la direction d'une équipe de soccer, que ce soit semi-professionnel, professionnel? Est-ce que tu aurais ces aspirations-là quand même en arrière de la tête qui te dit un jour j'aimerais peut-être parce que j'ai quand même joué à un haut niveau? Ouais, mais sincèrement, on ne dit jamais dans la vie, en fait. Moi, je suis comme ça. Mais je pense que je fais ma part de la société, en fait, dans la société québécoise, en fait. Donc, je me dis, avec 24H Chronosport, je pense que je vais passer un beau message. Je veux juste qu'on veut se mélanger, en fait. Moi, pour moi, j'ai une vision de voir les choses. Je me dis, on a une seule race dans le monde, en fait. C'est la race humaine, en fait. Donc, moi, je vais réunir mon monde. Je vais réunir ma race pour pouvoir faciliter les choses dans notre société, en fait. Je veux que la race humaine puisse dominer dans notre société. C'est ça. Puis si tu as un objectif, si tu as une opportunité, ben tu diras pas non. Ouais, je dirais pas non, mais je pense qu'avec 24H Chronosport, je pense que j'ai fait déjà ma part dans la société. Puis ça te satisfait quand même assez bien. Ouais, c'est ça, en fait. Donc, on a des ambitions, puis on a des objectifs qu'on veut atteindre avec cet organisme-là. Donc, je pense qu'on va rester concentré d'abord avec ça. Puis dans le futur, on ne sait jamais. Je sais pas qu'est-ce qu'il peut me présenter plus tard, quelle opportunité il peut m'offrir à moi plus tard. Mais pour l'instant, je vais vraiment, comme j'ai dit, je vais vraiment poursuivre cette mission-là qui ça me tient vraiment à cœur, ce qui est de rassembler et faciliter l'intégration, parce que moi, j'ai besoin de ça. Donc, je pense que c'est important d'aider les autres qui arrivent s'installer ici, de bien s'intégrer, en fait. C'est quelque chose d'admirable, puis je pense que c'est une très belle initiative. Donc, pour les gens intéressés, le 24 août, à partir de 8h le matin, au PEPS de l'Université Laval, vous êtes attendus en grand nombre et tu seras là également. Donc, très belle initiative à toi. Merci beaucoup pour le temps aujourd'hui que tu nous as accordé et au plaisir de se reparler très bientôt. Merci à toi aussi. Merci pour l'invitation. J'apprécie énormément. Puis, allez-y, likez notre page 24H Chronosport. Puis, on a besoin de vos soutiens, de vos encouragements pour pouvoir continuer ce que nous faisons, en fait. Si vous aimez ce qu'on fait, évidemment. Le message est lancé. Donc, merci à tous. On se revoit pour une prochaine émission. Merci.